Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie-Louise, je suis pédiatre et je m'occupe surtout d'hématologie pédiatrique. C'est un vrai plaisir pour moi pouvoir participer à ce projet. Donc, je tiens à remercier le docteur Mattia Berardinetti, mes collègues avec lesquels j'ai le plaisir de partager cette initiative, les membres de l'association Emergenza Sorrisi et son président, et évidemment vous tous à l'écoute. Mon intervention aujourd'hui repose sur la drépanocytose, qui est la maladie génétique monogénique plus répandue au monde, avec un impact extrêmement important sur la santé des patients. On estime que plus de 500 000 enfants atteints de drépanocytose naissent chaque année, un chiffre en plus en constante augmentation, et environ le 75% de ces patients, de ces naissances, ont lieu en Afrique subsaharienne. Et malheureusement, la moitié de ces enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans. La répartition géographique de la maladie est quand même très particulièrement élevée aussi dans le bassin méditerranéen, au Moyen-Orient et en Inde. Et ce qui s'explique par le fait que le trait drépanocytaire confère une protection partielle contre les formes graves du paludisme. Mais aujourd'hui, avec le flux migratoire, la drépanocytose est devenue un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une maladie autosomique récessive transmise selon le mode mendélien. Du coup, lorsque les deux parents sont porteurs de la maladie, il existe un 25% de risque que l'enfant soit malade. Mais avant d'entrer dans le détail, il est utile de rappeler rapidement la notion d'anémie, parce qu'en pédiatrie, l'anémie est définie comme une diminution du taux d'hémoglobine, du nombre de globules rouges ou de l'hématocrite inférieur d'au moins 2 écarts types par rapport aux valeurs normales pour l'âge. Il est essentiel de souligner que ce paramètre, en fait, sont énormément variables au cours des différentes étapes de la croissance. Le nouveau-né, par exemple, est présente physiologiquement une polyglobulie et une macrocytose, tandis qu'au cours des premiers mois de vie, on observe ce qu'on appelle l'anémie physiologique du nourrisson. Et de même, certaines périodes comme la puberté, caractérisées par une croissance rapide, peuvent s'accompagner d'une augmentation de besoins et donc favoriser l'apparition d'une anémie. Et à ce facteur s'ajoutent aussi les éléments environnementaux, dont par exemple les habitudes alimentaires. D'un point de vue clinique, l'anémie peut se manifester par des symptômes liés à la diminution de l'oxygénation tissulaire, tels que par exemple le pâleur, l'asthénie, la dyspnée d'effort, la tachycardie, des vertiges ou des céphalées. Mais aussi, l'anémie peut se manifester également par des signes en rapport avec la cause de l'anémie même. Du coup, par exemple, un ictère et des urines foncées dans les formes hémolytiques, une perte sanguine dans les anémies hémorragiques, des signes d'insuffisance médulaire comme des saignements ou des infections récurrentes, ou encore des manifestations liées à des carences nutritionnelles, notamment en fer ou en vitamines du groupe B. La classification des anémies repose principalement sur la classification pathogénétique, pour laquelle on distingue les anémies hémorragiques des anémies hyporégénératives, liées à une diminution de la production médulaire, les anémies hémolytiques dont fait partie la drépanocytose, qui sont caractérisées en fait une destruction accrue des globules rouges, et les anémies microangiopathiques, qui sont essentiellement liées à une attente endothéliale. Et par ailleurs, une classification morphologique repose sur le volume globulaire moyen, qui permet de distinguer les anémies microcytaires telles que la carence martiale ou les thalassémies, des anémies normocytaires et des anémies macrocytaires. Du coup, sur le plan biologique, le bilan
d'une anémie repose sur la numération formule sanguin, bien sûr, qui permet de confirmer l'anémie, mais aussi du taux des réticulocytes, qui est fondamental parce qu'il est bas dans les anémies hyporégénératives, traduisant un défaut de production médulaire, et élevé dans les anémies régénératives, en particulier hémolytiques. Mais dans ces derniers, on observe également une élévation de la bilirubine non conjuguée, souvent associée à une augmentation de la LDH et une diminution de l'aptoglobine. Du coup, le bilan peut être vraiment complété par plusieurs examens qui peuvent inclure aussi le dosage du fer, la ferritine, la vitamine B12, des folates, ainsi que par d'autres examens qui sont orientés selon le contexte clinique, comme l'examen des urines, par exemple. Donc, on a dit que la drépanocytose rentre effectivement dans les anémies hémolytiques, mais comment on fait le diagnostic de la drépanocytose? Il y a des pays, comme par exemple la France, qui font un dépistage systématique en période néonatale. Mais pour les enfants qui ne sont pas nés dans un pays où le dépistage est systématique, le diagnostic peut être fait à l'occasion d'une complication aiguë ou chronique, ou peut être fait accidentellement. Ça veut dire lors d'une prise de sang. Le diagnostic repose essentiellement sur l'étude biochimique de l'hémoglobine, notamment par la chromatographie liquide à haute performance, qui est la technique la plus utilisée parce qu'elle permet de quantifier l'hémoglobine S, ou par l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui reste une méthode importante, classique et surtout moins coûteuse. La drépanocytose est due à une mutation faux sens de la chaîne bêta qui est à l'origine de la synthèse de l'hémoglobine modifiée qui s'appelle hémoglobine S. Du coup, les molécules d'hémoglobine drépanocytaire ont la propriété sous la forme désoxygénée de polymériser pour former des cristaux intracellulaires qui déforment le globule rouge en lui donnant sa forme caractéristique en fossile, comme vous pouvez voir dans cette image. Les sujets hétérozygotes à S ou porteurs de la maladie n'ont généralement pas les complications de la maladie, même s'il existe un variant exceptionnel appelé S antillèse, responsable de manifestations cliniques même à l'état hétérozygote. Par contre, les sujets SS sont atteints de syndrome drépanocytaire majeur, mais aussi d'autres variants d'hémoglobine peuvent s'associer à le HBS, comme par exemple un variant bêta thalassémique comme le bêta 0 ou bêta plus, ou d'autres variants comme l'hémoglobine C. Ces associations peuvent effectivement donner des formes graves de la maladie. Pourquoi je vous parle de l'hémoglobine C? Parce que l'hémoglobine C est très répandue au Burkina Faso et en règle générale, l'association SC donne une hémolyse effectivement moins sévère et des complications vaso-occlusives plus rares et plus tardives. Il faut malheureusement ajouter que ce pourcentage élevé de patients SC sont également dus au nombre d'enfants SS qui décèdent précocement et qui ne sont donc pas pris en compte dans ces chiffres. Parce qu'il faut considérer qu'au Burkina Faso, la prévalence des porteurs du trait drépanocytaire est estimée entre 10 et 30% de la population, avec évidemment des variations régionales. Le globule rouge déformé a une durée de vie raccourcie qui entraîne en fait, qui est responsable de l'anémie chronique parce que le globule rouge est précocement détruit au niveau de la rate. Mais de même, ce globule rouge, le drépanocyte, perd aussi ses propriétés d'élasticité qui sont nécessaires pour progresser dans la microcirculation. Du coup, la rigidification et la déformation des globules rouges, ainsi que l'augmentation de la viscosité sanguine, expliquent les complications vaso-occlusives de la maladie. Et d'autant plus que les hématies drépanocytaires ont la propriété d'adhérer à l'endothélium
Et d'autres cellules circulantes, facteurs plasmatiques tels que le facteur de la coagulation, les molécules d'adhésion cellulaire, les médiateurs de l'inflammation, les produits de l'hémolyse, interagissent de manière anormale avec l'endothélium, amplifiant ainsi l'hypoxie, les lésions endothéliales et la coagulation. Du coup, ce cercle vicieux conduit à court terme à une hypoxie tissulaire et plus à long terme à une inflammation chronique ainsi qu'à une vasculopathie endothéliale. Pour cette raison, la drépanocytose doit être tout à fait considérée comme une maladie systémique susceptible d'affecter potentiellement tous les organes, avec, comme je disais, avec un impact significatif non seulement sur la qualité de vie des enfants, mais aussi sur l'espérance de vie de ces patients. L'autre aspect fondamental de la drépanocytose est la susceptibilité aux infections qui résultent de facteurs multiples, mais elle est principalement liée à une asplénie fonctionnelle qui est très précoce chez ces enfants, ces patients. Notamment, les infarctus spléniques répétés entraînent une altération progressive de la fonction de la rate, qui est, comme vous le savez, un organe essentiel dans la défense contre les bactéries, en particulier contre les bactéries encapsulées. Du coup, cette dysfonction immunitaire expose les patients dès les premières années de vie à un risque élevé d'infections sévères, notamment à Streptococcus, Haemophilus et Neisseria. À cela s'ajoutent des anomalies de l'immunité innée, des anomalies de l'immunité adaptative, ainsi qu'un état inflammatoire chronique qui contribue à fragiliser davantage les défenses de l'organisme et qui est responsable de la récurrence des infections sévères chez le patient drépanocytaire. Il y a un large éventail de complications aiguës qui caractérisent la drépanocytose et qui reflètent effectivement la complexité de sa physiopathologie. La complication aiguë la plus fréquente et la plus classique est sans aucun doute la crise vaso-occlusive douloureuse, qui est liée à l'occlusion de microcirculation et à l'ischémie tissulaire. Chez le nourrisson, elle se manifeste souvent par une dactylite, qui est parfois le premier signe de la maladie, tandis que chez les enfants plus grands et chez l'adulte, la douleur touche surtout les extrémités, le dos et le thorax. Les traitements doivent être précoces et bien structurés, avec une évaluation initiale de signes de gravité comme la multifocalité, la fièvre, une attente respiratoire ou neurologique, un priapisme. Et il faut aussi que la prise en charge immédiate prévoit des mesures de soutien comme le réchauffage du patient, l'installation confortable et en fait une correcte évaluation de la douleur. La prise en charge antalgique dépend de l'intensité de la crise. Le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour les formes légères à modérées ou avec l'aide des opioïdes faibles si nécessaire. La morphine orale dans les formes modérées à sévères ou intraveineuse dans les cas graves avec une titration du dosage de la morphine jusqu'à l'obtention de l'analgésie. Il faut aussi une réévaluation régulière et une adaptation des doses essentielles de médicaments. Et en parallèle, il est indispensable d'assurer une hydratation adéquate, de prendre en charge l'angoisse de l'enfant et d'utiliser des mesures non pharmacologiques. Comme par exemple l'hydratation du patient, la prévention de l'angoisse du patient ou le réchauffage du patient. Le syndrome thoracique aigu représente l'une des complications les plus graves de la drépanocytose et se définit par l'association de fièvre, symptômes respiratoires et d'un nouvel infiltrat pulmonaire à l'imagerie. La prise en charge en urgence repose sur une oxygénothérapie, sur un traitement antalgique adapté et sur une antibiothérapie à large spectre active sur le germe intracellulaire et le pneumocoque. Du coup, par exemple, on peut utiliser une association entre macrolide et céfotaxime ou la ceftriaxone.
Une gestion attentive de l'hydratation est également essentielle en évitant toute surcharge. Par contre, dans le cas de STA sévère ou d'évolution rapide, une transfusion doit être envisagée. Transfusion simple si l'hémoglobine est inférieure à 9 ou un échange transfusionnel dans les situations les plus graves ou en cas de défaillance d'organes. Le bêta-2 mimétique peuvent être considérés en cas de symptomatologie obstructive. Une autre complication importante est l'anémisation aiguë, c'est-à-dire une diminution brutale et rapide du taux d'hémoglobine venant s'ajouter à l'anémie chronique. Et celle-ci peut être due à une séquestration splénique aiguë, à une crise aplasique d'origine infectieuse, en particulier liée au parvovirus B19, à une augmentation de l'hémolyse au cours d'infections ou des crises douloureuses, ou encore à une hémolyse post-transfusionnelle retardée ou des HTR. L'infection à rétrovirus entraîne en fait une réticulopénie. Elle est généralement bien tolérée et la transfusion sanguine est indiquée dans la majorité des cas. Par contre, la séquestration splénique représente une urgence vitale et se définit par une augmentation rapide du volume de la rate associée à une diminution significative de l'hémoglobine. Les signes cliniques sont assez classiques avec pâleur, asthénie, altération rapide de l'état général et une augmentation du volume de la rate. Le traitement repose sur une transfusion urgente visant à corriger l'anémie et l'hypovolémie en évitant de même une correction trop rapide et, à raison du risque de relargage dans la circulation des érythrocytes séquestrés qui peuvent entraîner une hyperviscosité et une surcharge circulatoire. Il faut rappeler qu'après le deuxième épisode de séquestration, un programme transfusionnel est recommandé jusqu'à l'âge de 2-4 ans, quand en fait la splénectomie peut être envisagée. L'hémolyse peut évidemment être particulièrement accentuée lors d'une infection ou des crises vaso-occlusives, mais aussi en période post-transfusionnelle et notamment pendant une DHTR. Qui est liée en fait à une allo-immunisation du patient et qui entraîne également une diminution du taux des réticulocytes, pas juste de l'hémoglobine, et des niveaux d'hémoglobine inférieurs à ceux observés avant la transfusion. L'une des complications les plus graves de la drépanocytose est représentée évidemment par l'accident vasculaire cérébral qui doit être suspecté en présence de symptômes neurologiques tels que des céphalées intenses, des troubles visuels, des difficultés d'élocution ou des mobilités. Dans ce cas-là, il faut absolument de façon rapide évaluer l'état des consciences, les déficits neurologiques, effectuer un bilan sanguin, des RAI et le groupe sanguin, hospitaliser l'enfant, effectuer une imagerie cérébrale et une fois que le diagnostic est confirmé, le geste transfusionnel ne doit pas être tardé. Il doit débuter au plus tôt et idéalement en fait dans les 2 heures suivant l'admission. Le geste transfusionnel vise à obtenir un taux d'hémoglobine entre 9 et 11 grammes et un taux d'hémoglobine S inférieur à 30%. Et dans ce cas-là, il faut absolument faire un échange transfusionnel urgent et si ce n'est pas possible, faire une transfusion simple le plus tôt possible. Une autre des complications typiques de la drépanocytose, c'est bien sûr le priapisme qui doit être cherché systématiquement devant toute douleur abdominale. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une érection permanente, prolongée et douloureuse, qui le plus souvent est de type ischémique et qui touche le corps caverneux par une anomalie du retour veineux et du coup suite à une stase veineuse. Il faut
faut aussi tenir compte du fait que le priapisme persiste tant que l'érection persiste, même si la douleur a disparu grâce à la thérapie antalgique. Alors, face à un priapisme, le traitement initial repose surtout sur une consommation abondante d'eau, sur des antalgiques, mais il peut être aussi proposé à l'enfant de faire un effort musculaire visant à créer un vol vasculaire. Il est possible de lui proposer de tenter d'uriner ou c'est possible d'essayer avec un bain chaud. Mais en cas de priapisme persistant, il faut prendre en charge l'enfant à l'hôpital pour faire une évaluation clinique complète, un examen, un bilan biologique avec, si possible, un Doppler pénien et commencer le plus tôt possible une analgésie de type méopa avec de la morphine si nécessaire. Dans le cas de priapisme évoluant depuis plus d'une heure, c'est envisageable de faire une injection intracaverneuse d'un alpha-mimétique qui peut être répétée après 20 minutes. Mais si le priapisme évolue depuis plus de 3 heures ou après 2 injections d'alpha-mimétique, il est indiqué de faire un drainage d'un des deux corps caverneux. En fait, il est de même recommandé de faire un échange transfusionnel, mais cette procédure ne doit pas tarder le drainage. En cas d'inefficacité, à ce moment-là, il faut proposer un traitement chirurgical. Donc, comme déjà mentionné, la drépanocytose est une véritable maladie systémique qui peut, surtout dans le temps, toucher pratiquement tous les organes. La néphropathie est assez classique et elle peut entraîner une insuffisance rénale, raison pour laquelle il est important de chercher périodiquement la protéinurie. L'hépatopathie et la lithiase biliaire consécutive à l'hémolyse chronique sont tout à fait typiques, mais aussi les complications cardiaques qui sont liées non seulement à l'anémie, mais aussi à la surcharge en fer due aux transfusions. Mais il y a aussi les complications oculaires comme la rétinopathie drépanocytaire ou encore les complications osseuses telles que la nécrose avasculaire fémorale. Du coup, c'est vraiment une maladie qui atteint l'organisme à 360 degrés et qui nécessite d'une prise en charge complète, surtout chez l'enfant où on peut avoir aussi un retard de croissance et de puberté. La complication la plus grave de la drépanocytose est sans aucun doute la vasculopathie cérébrale qui est observée chez environ le 10% des patients. Il s'agit d'une sténose progressive des grandes artères cérébrales et surtout les artères cérébrales moyennes et carotidiennes internes. Carotide interne. Et cette attente, normalement, débute par une augmentation de vitesse au Doppler transcrânien au-dessus de 200 cm par seconde, témoignant d'un rétrécissement artériel et du coup d'un risque accru d'AVC. Avec l'évolution, en plus, il peut conduire à un syndrome de Moya-Moya qui est caractérisé par la formation d'un réseau vasculaire collatéral anormal avec un aspect très typique en fumée qui en fait essaye de compenser les sténoses. Du coup, pour toutes ces raisons, le suivi du patient atteint de drépanocytose nécessite non seulement d'un examen clinique attentif, ainsi qu'un bilan hématochimique et urinaire, mais aussi des examens instrumentaux périodiques, notamment un ECG, un échocardiogramme, une échographie abdominale pour évaluer le foie et la rate, et surtout un Doppler transcrânien et une IRM cérébrale.
La réalisation et le calendrier de ces examens doivent naturellement être évalués au cas par cas et comme vous pouvez le voir, il existe des indications à suivre. Et du coup, chaque patient doit faire des examens périodiques selon l'attente des différents organes dans le cas spécifique. Pour la prise en charge de la drépanocytose, il y a tout d'abord la prévention des infections et surtout, qui se fait surtout par une prophylaxie antipneumocique par oracyline à partir de l'âge de 2 mois et jusqu'à l'âge d'au moins 5 ans, mais normalement elle est poursuivie jusqu'au moins 10 ans et qui va être poursuivie après une splénectomie, 5 ans après l'intervention. Et il va être poursuivi encore plus longtemps en cas d'antécédent de sepsie à pneumocoque. Justement, l'arrêt de l'oracyline ne se fera pas que sous réserve d'une vaccination correcte antipneumococcique mise à jour. Et par rapport aux vaccinations, c'est un argument très important chez les patients drépanocytaires. Évidemment, selon la disponibilité des vaccins et ceux qui sont vraiment fortement recommandés sont celui antipneumococcique, celui antiméningococcique et antigrippal au début de l'épidémie hivernale. À côté de la prophylaxis avec l'oracilline, il y a l'hydroxyurée qui est le traitement de fonte de la drépanocytose. En fait, elle agit en augmentant la production d'hémoglobine fétale, ce qui diminue la polymérisation de l'HBS et donc la falciformation des globules rouges. Et de cette façon, elle réduit la fréquence et la sévérité de crises vaso-occlusives ainsi que le récidive des syndromes thoraciques aigus et elle est protective pour la vasculopathie cérébrale. Il est indiqué chez tous les patients SS ou S-bêta-0 symptomatiques, notamment après une première crise douloureuse ou une première STA. Et les traitements est débuté à faible dose, normalement entre 15 et 20 mg kg par jour. Et puis, il est augmenté progressivement jusqu'à la dose maximale tolérée. Du coup, jusqu'à la dose qui ne donne pas une toxicité. Quelle est la toxicité principale de l'hydroxyurée? C'est la myélotoxicité. C'est son principal effet indésirable, ce qui impose une surveillance régulière des examens biologiques, et notamment des l'hémogramme. La transfusion sanguine occupe une place centrale dans le traitement de ces patients et peut avoir deux buts dans la drépanocytose. Corriger l'anémie ou remplacer les hémasies drépanocytaires par des hémasies normales, surtout lors d'une complication aiguë. Toutefois, en raison des spécificités de la drépanocytose et des risques associés, et notamment l'alloimmunisation, comme on a vu tout à l'heure, et les complications hémolytiques, elle doit être utilisée de manière raisonnée et adaptée à chaque cas. On a la transfusion simple indiquée dans une anémie aiguë mal tolérée ou en cas d'hémoglobine basse avec une réticulocytopénie ou de séquestration splénique aiguë. Il est indiqué lors d'une complication de la drépanocytose sévère avec un taux d'hémoglobine inférieur à 8 grammes ou avant un échange transfusionnel en cas d'urgence thérapeutique, à condition que l'hémoglobine soit en dessous de 8 grammes avant la transfusion. L'échange transfusionnel. L'échange transfusionnel consiste à remplacer les globules rouges drépanocytaires par des globules rouges normaux afin de réduire rapidement le taux d'HBS et il permet d'améliorer l'oxygénation et de limiter les complications vaso-occlusives. L'échange transfusionnel se fait en urgence pour un accident vasculaire cérébral pour obtenir un taux de HBS inférieur à 30%. Il est indiqué dans certains cas de préparation à la chirurgie. Il est indiqué dans le priapisme ou dans le cholestase aigu ou en cas de STA sévère
avec un taux d'hémoglobine en dessus de 9 grammes ou en cas de défaillance pulmonaire ou viscérale. Ou un autre cas d'indication d'échange transfusionnel peut être un CVO sévère qui est résistante au traitement avec la morphine. Le programme transfusionnel par transfusion simple ou échange transfusionnel chronique est recommandé en prévention de la récidive d'une séquestration splénique après les seconds épisodes, en prévention primaire ou secondaire de l'accident vasculaire cérébral, dans les suites d'un événement vaso-occlusif très sévère pour une période entre 6 et 12 mois, ou en seconde ligne après hydroxyurea, en cas de récidive de STA ou de crise vaso-occlusive très fréquente et très sévère. Il en existe deux types. Il peut être un échange transfusionnel manuel, saignée transfusion, ou il peut se faire par érythraphérèse, du coup avec une technique automatisée. Mais chez les patients drépanocytaires, on a dit que le risque d'allo-immunisation est particulièrement élevé, en raison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, les transfusions sont très fréquentes et débutent souvent dès l'enfance, augmentant l'exposition des antigènes érythrocytaires étrangères. Et ensuite, il existe souvent une discordance antigénique entre les donneurs et les receveurs, notamment pour le système RH et KEL. Par ailleurs, l'état inflammatoire chronique caractérise la drépanocytose et joue un rôle clé dans l'immunisation parce qu'il favorise l'activation du système immunitaire et augmente la probabilité de réponse à l'auto-immune après une transfusion. Et de plus, dans certaines situations, l'accès limité au phénotypage étendu et aux unités de sang compatibles, en particulier dans le pays à ressources limitées, renforce le risque de réponse à l'auto-immune. Et du coup, complique en fait la prise en charge transfusionnelle. Donc, il est essentiel d'y mettre en place une stratégie transfusionnelle adaptée, reposant sur la réalisation d'un phénotypage érythrocytaire étendu et sur la recherche systématique des anticorps irréguliers par un test indirect à l'immunoglobuline. Ces mesures permettent en fait de réduire le risque d'allo-immunisation, d'améliorer la compatibilité transfusionnelle et de prévenir les complications, notamment les réactions hémolytiques retardées, qui sont en fait les complications qui rend la gestion du patient drépanocytaire très compliquée parce qu'ils empêchent un programme transfusionnel ou d'échange transfusionnel correct. Pourquoi? Parce que au moment où un patient fait une DHTR, c'est toujours mieux d'éviter les transfusions pour ne pas sensibiliser encore plus les patients. Du coup, un premier épisode DHTR rend le pronostic du patient plus grave parce que plus difficile à gérer. On va à la question finale. En fait, du coup, est-il possible de guérir de la drépanocytose? Actuellement, à ce jour, malheureusement, les seules thérapies vraiment curatives sont la greffe de moelle osseuse, qui nécessite toutefois la disponibilité d'un donneur compatible ainsi qu'une évaluation rigoureuse pour le risque de la greffe elle-même, et la thérapie génique, dont on espère qu'elle sera, dans les prochaines années, capable vraiment de guérir la maladie de manière sûre et chez un nombre de patients toujours plus élevé. Et comme ça, je termine. Je vous remercie pour l'attention et je reste évidemment à disposition pour toutes questions nécessaires et pour les échanges si vous en avez envie. Merci beaucoup à tous.